Si entendre guerre froide vous donne envie de bâiller, détendez-vous. Oubliez vos cours monotones sur la guerre froide car dans cette vidéo, on va la décrypter en mode caricature où les missiles sont plus drôles que menaçants. Et dans un contexte où l'ennemi est à abattre, le ridiculiser peut être une bonne méthode. Donc on vous a trouvé quelques caricatures plutôt sympathiques. Et pour que vous puissiez vous aussi participer, on va vous laisser une dizaine de secondes avant chaque caricature pour que vous en fassiez votre petite analyse. Et d'ailleurs, si vous avez des éléments qu'on n'a pas mentionnés, mettez-les en commentaire. Sur ce, bienvenue dans le premier épisode du Monde en caricature. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS, cherchent à former leur bloc. L'URSS a déjà rallié l'Asie, en dehors du Japon et de la Corée du Sud, qui sont dans le camp des États-Unis, aux côtés du Canada et un peu de l'Amérique latine. L'Afrique est colonisée, il ne reste alors que l'Europe à rallier à son idéologie. Étant donné que l'Europe se situe entre l'URSS et les États-Unis, l'Est devient communiste et l'Ouest capitaliste. C'est un peu comme deux gros aimants qui s'attirent et qu'on essaye de séparer. Le bonhomme au centre, c'est Hercule, réputé pour sa force surhumaine, et il représente la paix sur la caricature. C'est écrit juste là. Il nous prouve bien qu'il est super fort en arrêtant les deux gros cailloux et surtout en les empêchant de se rentrer dedans parce que sinon la guerre éclate et l'Europe, c'est ciao. Son 13e travail serait donc de maintenir la paix. Et c'est peut-être le plus dur de tous ceux qu'il a dû effectuer. Même si bon, j'avoue, tuer le lion de Némée, c'est pas rien. Moi j'en suis incapable, je pense, enfin j'ai jamais essayé. Bref, n'oublions pas que le H, il est grec. Les Grecs, c'est ceux qui ne veulent être ni communistes ni capitalistes. C'est les irréductibles. Bon là, je vais vous la faire courte, mais il y a eu une guerre civile en Grèce qui a duré 3 ans pour savoir si la Grèce allait devenir communiste ou capitaliste. Et au final, ce sont les capitalistes qui ont gagné. Donc la tâche d'Hercule de maintenir la paix est d'autant plus difficile car les deux gros sont prêts à se taper dessus pour y répandre leur idéologie. Ok, on voit plusieurs choses. Déjà, on est à Berlin. Pour rappel, Berlin en 1945, c'est ça. Bref, la ville est dévastée et les Berlinois vivent dans une extrême pauvreté. Pas ouf l'ambiance. Et cerise sur le gâteau, la ville est divisée entre l'ouest et l'est. D'ailleurs, on le voit sur la caricature. Au devant, qui représente l'ouest, il y a les États-Unis, la France et nos confrères anglais. Pour une fois qu'ils sont dans le même camp, ces deux-là. Bref, ces trois pays représentent la RFA. Et de l'autre côté, il y a un ours qui porte une casquette avec le symbole du communisme. Il faut savoir que dans l'iconographie de la guerre froide, l'URSS est souvent représentée par un ours, sûrement à cause du comportement de Staline. Donc le côté ouest de Berlin et même de l'Allemagne est contrôlé par les soviets et c'est la République démocratique d'Allemagne. Bon, par expérience, on sait que dès qu'il y a démocratique dans le nom d'un pays, c'est une dictature. Bref, sur la caricature, on voit que l'ours fait un gros câlin aux Berlinois pour les réconforter dans la pauvreté. Trop gentil. Alors, oui, mais non. Il essaye surtout avec ses bras d'enfermer la capitale allemande. Beaucoup moins sympa. Et ça, c'est le blocus de Berlin. Je fais un gros raccourci, mais les Alliés ont introduit la monnaie de l'Allemagne de l'Est, le Deutschmark, et ça n'a pas plu aux Soviétiques qui ont décidé de couper toutes les voies fluviales et terrestres qui mènent à Berlin. Du coup, les Berlinois sont comme des oiseaux dans une cage. Décidément, c'est vraiment pas sympa. Pourtant, on voit que la ville n'est pas totalement fermée. J'interprète, mais ça veut dire qu'il y a une faille. Et souvenez-vous, toutes les voies sont bloquées, sauf la voie aérienne. Donc vous savez ce qui se passe. Un pont aérien est mis en place par les Alliés pour approvisionner Berlin-Ouest en nourriture, en couverture, etc. En fait, faut voir le pont aérien comme une artère et les avions comme des globules rouges qui apportent la vie. Si vous vous rendez pas compte du truc, sur les 3 aérodromes de la ville, un avion des Alliés atterrissait toutes les 30 secondes. Ça fait presque 3000 avions par jour et ça a duré 11 mois. Je pense qu'aujourd'hui, les militants écolos auraient pété un scandale. Bref, si on prend un peu de recul sur la caricature, on voit qu'elle est méga partiale. L'ours est présenté comme le méchant et a carrément du sang sur ses griffes. Sous-entendu, c'est lui l'assassin. On vient de le voir, la situation en Europe et surtout à Berlin était chaude, alors que la guerre est froide.
Mais cette caricature illustre le paroxysme des tensions dans la capitale allemande avec, comme vous le voyez, la construction du mur de Berlin en 1961. Le bonhomme qui tient la main du nounours du côté ouest, c'est Willy Brandt, le maire de Berlin. D'ailleurs, le nounours, c'est le symbole de Berlin. De l'autre côté, celui qui dirige, c'est Ulbricht, le boss du parti socialiste de l'Allemagne de l'Est. C'est lui qui ordonne de fermer les passages entre l'Est et l'Ouest, puis de construire un mur. Et encore un mur, et encore un mur, et encore un mur, et encore un mur, bref, ça ne s'arrête jamais. De l'autre côté, Brandt regarde indifférent. Les deux ont l'air assez stupéfaits et ne semblent pas comprendre pourquoi les autorités de la RDA construisent ce mur, enfin je devrais dire ces murs. De l'autre côté, Ulbricht, on le voit assez paniqué. Et d'ailleurs, ça se voit à ce qu'il dit. Enfin, en français, ça donne « Vite camarades, encore un mur, ça grouille d'ennemis du peuple et d'espions ». Et les ennemis du peuple, c'est bien sûr Willy et le petit nounours trop mignon qui représente le peuple ouest-allemand. Et dans les murs déjà construits, les est-allemands se surveillent entre eux, voire se tirent dessus. En bas, l'ouvrier qui construit le mur est tout seul, mais est quand même surveillé par 2 soldats. Décidément, ils étaient vraiment parano. Mais mine de rien, c'est plein de petits détails qui montrent que la peur de l'espionnage et la délation étaient hyper présents. Parce que, je ne l'ai pas précisé, mais il y a vraiment une explosion de l'espionnage entre les deux blocs pendant la guerre froide, et Berlin, c'est là où il y a le plus d'espionnage car c'est pile entre les deux blocs. C'est pour ça qu'Ulbricht a fait construire ce mur en plus de vouloir limiter la migration est-ouest. Bon, cette caricature a quand même ses limites parce que c'est une vision pro-américaine. En vrai, les Américains, ils ont pas fait grand chose pour empêcher la construction du mur, alors qu'ils ne semblent pas d'accord ici. Bon, cette caricature, elle est assez simple à comprendre. Il y a une sorte de séparation naturelle entre deux camps. Évidemment, c'est les États-Unis et l'URSS. On voit que ces deux puissances sont lourdement armées. Le Rocket Y que vous voyez ici, c'est des missiles R7. C'est le premier missile balistique intercontinental. Grosso modo, c'est un missile nucléaire qui peut atteindre les États-Unis quand il est tiré depuis Moscou. En plus, on voit qu'ils ont des bombes H et Z. En fait, c'est des bombes nucléaires encore plus puissantes que celles larguées sur le Japon en 1945. D'ailleurs, on a trouvé un site qui simule les dégâts des bombes nucléaires. Si vous voulez, Hiroshima, c'est ça, et la Tsar Bomba, la bombe H la plus puissante encore aujourd'hui, c'est ça. Et si vous voulez savoir où est-ce qu'on fait le plus de morts avec la Tsar Bomba, on vous met le lien du site en description. Revenons à la caricature. Nos deux gigachats de la guerre froide sont armés jusqu'aux dents et leurs armes sont à la pointe de la technologie. Pourtant, je pense que vous l'avez remarqué aussi, ils se battent avec des arcs. Des trucs déjà utilisés il y a des millénaires. En fait, c'est pour montrer que la guerre est indirecte. D'ailleurs, sur les gros missiles, c'est écrit « Ne doivent en aucun cas être utilisés, l'ennemi pourrait répliquer ». Et ça, c'est l'équilibre de la terreur. Pour comprendre, imaginez deux cow-boys qui se tiennent tous les deux en joue. Chacun a son pistolet nucléaire prêt à être dégainé, sachant que tirer signifierait la destruction mutuelle. Donc la peur de la riposte les dissuade d'appuyer sur la gâchette. Et ça, c'est valable pendant toute la guerre froide. Les deux grands ne se tirent jamais dessus, mais ils peuvent soutenir des groupes pour tirer sur l'autre. Par exemple, dans la guerre de Corée. Donc paradoxalement, c'est grâce à la menace nucléaire qu'on a évité la guerre nucléaire. D'après le GIEC, 2023 est l'année la plus chaude que le monde ait connue. Mais en vrai, c'était 1962. Cuba tend vers le communisme et l'URSS saute sur l'occasion. Ils installent des missiles sur l'île. Les USA kiffent pas des masses et décident de faire un embargo. C'est comme si on clôturait un champ de vigne. Les produits ne sortent et ne rentrent pas. Et le vigneron n'a pas de rentrée d'argent pour vivre. Résultat, les tensions montent et la guerre nucléaire se rapproche. Kennedy et Khrouchtchev sont ici assis tous les deux sur une bombe nucléaire, celle de l'ennemi, et on le doigt proche du détonateur relié par un fil à la bombe. Traduction, à tout moment, sur un coup de tête, ça saute. Avec ça, on peut dire que le déclenchement de la guerre ne tient qu'à un fil. Et pour rendre le tout un peu plus tendu, les deux font un bras de fer serré où la tension est palpable. C'est comme un combat de catch. D'un côté, en 34 combats, aucune défaite, ses points forts, l'analyse de la situation et sa force d'attaque, John Kennedy.
De l'autre, également invaincu, toute compétition confondue, ses spécialités, la discrétion et le sang-froid, Nikita Khrouchtchev. Bref, si le rapport de force penche d'un côté, ça peut exploser. Et les deux grands possèdent un arsenal nucléaire qui peut les amener à se détruire mutuellement. Donc si l'un tire, ça risque de faire mal aux deux. L'usage dissuasif de la bombe nucléaire interdit donc tout conflit entre les deux grands. Ils doivent se contenir pour ne pas appuyer sur le bouton et donc éviter une troisième guerre mondiale. Bon, là, on arrive sur une caricature plutôt marrante. On voit à gauche un personnage américain avec le chapeau de l'oncle Sam et à droite un soviétique avec sa jolie chapka. Ce qui est intéressant sur cette caricature, c'est que les deux superpuissances sont représentées en hauteur, dans une cabane perchée. D'une part, ça montre que les deux grands sont supérieurs, d'ailleurs on voit que les cabanes débordent de missiles, mais d'un autre côté, ça montre qu'ils sont complètement perchés, à fond dans leur délire à vouloir produire toujours plus de gros missiles. En fait, ils sont clairement présentés comme des gosses, et ça se voit dans les bulles. Pour parler préliminaire sur le désarmement, je peux construire tout ce que vous pouvez construire de plus grand. Non, vous ne pouvez pas. Si, je peux. Ok, donc je vais en construire encore plus. Bon, ici, l'auteur se fout clairement de la gueule des États-Unis et de l'URSS. Il montre qu'ils se comportent comme des gosses, mais qu'ils ont largement assez de missiles pour détruire le monde. Ouais, c'est pas si drôle que ça. Et cette situation me rappelle une petite conversation Twitter quand Donald Trump a répondu à Kim Jong-un que son bouton nucléaire était plus gros. À ce stade, c'est un concours de bits nucléaires. Comme on vient de le voir, ce qui a marqué la guerre froide, c'est aussi et surtout la course à l'armement, et plus particulièrement la course au nucléaire. Et pour cet événement, on a choisi cette caricature. Personnellement, c'est ma préférée car elle paraît simple à première vue, mais il y a plein de détails et plein d'interprétations différentes. Ce qui saute aux yeux, c'est les USA et l'URSS qui sont premiers ex aequo. Les deux sont très proches de l'arrivée. Bon, pas besoin de préciser, je vais quand même le faire, les poursuivants sont loin. C'est sûrement le Royaume-Uni, la France et un autre pays qui sont représentés, mais clairement, ils sont tellement à la ramasse que c'est déjà plié pour eux. Et le public alors, qui est impressionné, est-ce que ça serait pas les autres pays du monde qui n'ont pas le nucléaire et qui sont bloqués en spectateurs? En ce qui concerne les coureurs, en tout cas, vous l'avez sûrement remarqué, la piste est bordée par rien. À côté, c'est le vide complet. Les personnages représentés n'ont pas d'autre choix que d'être dans la course, sinon ils tombent. Si on rapproche ça au contexte, les pays doivent se lancer dans la course au nucléaire, sinon ils seront impuissants face aux autres et dépendants des deux grands. Et à l'époque, il y a un certain Charles de Gaulle qui était contre la dépendance. C'est grâce à lui, si je puis dire, qu'on a le nucléaire, même si les conditions des essais étaient très borderline. Mais ça, c'est un autre sujet. Bref, derrière l'arrivée, c'est aussi le néant. Donc qu'est-ce qui va se passer après? Dès que les deux superpuissances seront à la fin, elles vont se taper dessus? On pourrait alors faire un lien avec la caricature d'avant, où chacun voulait construire plus que l'autre, et au final, ce concours d'ego, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, l'étincelle qui ferait entrer la planète dans un troisième conflit mondial, un conflit nucléaire. La vidéo touche à sa fin, donc si vous êtes arrivé jusque là, c'est que ça vous a plu. Je pense que vous avez vu qu'on n'a pas traité toute la guerre froide, mais seulement quelques crises, car ça aurait été beaucoup trop long. Le monde en caricature est un concept qui reviendra, alors abonnez-vous pour ne pas manquer les épisodes suivants.